Mesdames et messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs les enseignants, chers parents et chers enfants. La loi de février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées dépasse largement le cadre scolaire. Et on peut dire qu'elle a changé, voire révolutionné, les possibilités de scolarisation des élèves en situation de handicap. Cette loi favorise l'inclusion scolaire de ces enfants et doit les rendre maîtres de leur destin. Se dessinent alors les contours d'une société inclusive où le savoir devient accessible à tous. Un espoir pour les familles et pour ces jeunes au parcours souvent douloureux, malgré des réalités contrastées sur le terrain. Aujourd'hui, l'inscription d'un jeune en situation de handicap, quel que soit son niveau scolaire, ne peut plus, en principe, être refusée. Le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est devenu un droit fondamental et la loi du 8 juillet 2013 sur la refondation de l'école met en valeur pour la première fois le principe d'inclusion scolaire. Comme vous le savez, accueillir les enfants à besoins éducatifs particuliers est une priorité au sein des appels. Et nous avons souhaité, cette année, au sein de l'appel de Paris, mettre notre énergie et notre motivation autour du handicap, sujet souvent difficile à aborder et parfois méconnu d'un grand nombre de parents. Aussi, je suis heureux, en tant que président de l'appel de Paris, que notre service information et conseil aux familles, en lien avec la direction diocésaine de Paris, puisse, à travers cette matinée, apporter son aide et son soutien aux familles et aux enfants en situation de handicap. Cette matinée doit permettre à chacun d'échanger, de se rencontrer, de rencontrer des acteurs du monde du handicap, d'exprimer ses besoins et ses attentes, et je l'espère, y trouver des réponses et des solutions. Je voudrais remercier tous les membres du conseil d'administration de l'appel de Paris, et spécifiquement les membres de la commission ICF, en particulier Virginie Durin, responsable de cette commission, et Fabienne Vachette, permanente à l'appel de Paris, en charge du service ICF, de tout le travail accompli pour mettre en place ce premier événement. Votre présence nombreuse et votre enthousiasme à vous inscrire nous incitera certainement à monter d'autres événements. Merci également à la direction diocésaine de l'enseignement catholique de Paris de nous accueillir en ces beaux locaux tout juste refaits et remis en valeur, et aux différents partenaires présents ce matin. Je vous souhaite à tous une bonne matinée, riche en rencontres et fructueuse en travail et en écoute. Et je passe la parole à Virginie, qui va vous parler du déroulement de la journée et des différentes activités qui vous seront proposées. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous. Il reste quelques places devant. On en a 7. Ce serait dommage qu'on reste debout derrière. N'hésitez pas à vous insérer vers l'avant de la salle. Donc je vous remercie tous d'être là un samedi matin, à l'heure. Vraiment, c'est très gentil, aussi bien pour nos intervenants que nos exposants, que toutes les personnes qui sont dans cette salle. On se rend bien compte que ça mobilise. Donc on est très heureux de cette première. C'est une grande première, donc il faut être très indulgent avec nous. On essaye de vous offrir plusieurs choses différentes ce matin. Donc, d'abord, je voulais vous présenter le service ICF. Le service ICF, ça veut dire information et conseil aux familles. Vous avez des cartes à l'entrée, des petites cartes à notre nom et avec nos coordonnées. Vous êtes aujourd'hui sur le pôle handicap du service ICF où on essaye de développer l'école inclusive. Je voulais vous dire aussi qu'on avait fait cette conférence
aujourd'hui parce qu'on a senti un besoin et qu'on voulait communiquer sur ce qu'on offrait aujourd'hui aux enfants en termes d'orientation ici. Et je voulais vous dire aussi que c'est une table ronde, donc les personnes on va partir de la formation pour aller à l'orientation, pour aller à l'insertion, pour aller à l'accompagnement. Donc je vais vous les laisser parler parce que c'est vraiment eux les acteurs. Alors, je vais prendre ce micro. Bonjour à tous, je suis Florence Mirand, je suis chargée de la question des élèves à besoins éducatifs particuliers pour l'enseignement catholique de Paris. Dans une autre vie, j'ai été chef d'établissement et enseignante spécialisée. Donc ce matin, on m'a demandé quelque chose de très difficile, de parler des parcours de scolarisation et quelque part de généraliser ce qui doit être singulier et personnalisé. Je vais simplement vous présenter quelques parcours et les enjeux sur les ULIS. Et je laisserai la parole après à mes collègues qui vous parleront de l'orientation et de l'insertion professionnelle. Bien entendu, au sein de l'enseignement catholique de Paris, on a le souci de proposer une scolarisation à tous les élèves, soit dans des classes ordinaires, soit dans des dispositifs particuliers qu'on appelle ULIS, école, collège, lycée. Depuis 2015, je crois, pour tous ces dispositifs, on a le même nom, ULIS, à l'école, au collège et lycée. Ce même nom pourra faire penser à une logique de filière, mais pas du tout. En fait, il s'agit de tout re-questionner à chaque passage, école, collège et lycée. Depuis une petite dizaine d'années, on essaye d'ouvrir de plus en plus d'ULIS sur l'enseignement catholique de Paris. On est toujours dans une politique d'ouverture et de rendre accessible à une scolarisation à des élèves en situation de handicap. Pour rappeler, je vais juste parler des ULIS et je ne parlerai pas du tout de la scolarisation en milieu ordinaire. Les ULIS font partie du projet d'établissement. Quand on parle d'inclusion, Virginie a parlé d'école inclusive, maintenant on parle d'éducation inclusive, ce qui fait que l'ULIS est vraiment au cœur de la vie de l'établissement. Et puis, comment l'établissement, comment il met ce dispositif au cœur de son projet. Et là, c'est un nouveau défi pour tous les établissements scolaires. Avant, on était plutôt dans une logique de classe, un peu fermée, et on passe maintenant dans une logique de dispositif et d'inclusion dans l'établissement scolaire. Et on s'aperçoit que ces dispositifs, au fur et à mesure, apportent énormément aux élèves de toute l'école. Les enjeux, je vais rappeler rapidement les enjeux pour chaque ULIS et dans chaque dispositif. Pour l'ULIS école, je ne vais pas vous donner tout le programme, mais l'enjeu primordial sont les apprentissages fondamentaux et puis de donner à l'élève une posture d'écolier, comme tous les autres élèves. L'enjeu au collège, on est encore sur les apprentissages fondamentaux, mais au service d'une autonomie, être collégien, aller à la cantine, être autonome dans ses trajets. On travaille ça avec les enseignantes, avec tous les élèves. Souvent, dans les ULIS collèges à Paris, on a deux dispositifs. On a un dispositif 6e, 5e et un dispositif 4e, 3e. Un dispositif 6e, 5e, on est encore dans des apprentissages fondamentaux, on travaille un peu l'autonomie, et 4e, 3e, comme pour tous les collégiens, on travaille un parcours à venir. C'est-à-dire qu'on incite déjà les jeunes collégiens à réfléchir à un avenir. Alors, je sais que c'est quelque chose qui est excessivement difficile, mais déjà à l'âge collège, on incite les établissements scolaires et les collèges à travailler ce qu'on appelle un parcours à venir. Au lycée, dans les ULIS lycées, on continue à faire des apprentissages, mais au service d'un projet professionnel. C'est-à-dire qu'il s'agit normalement, à la fin de l'âge lycée, en ULIS et lycée, de passer d'une vie scolaire à une vie professionnelle. On se rend compte
dans l'établissement scolaire que c'est un passage qui est difficile et qui est long et qui va demander du temps. Le cadre de l'éducation nationale n'est pas extensible ou peu extensible, et on se rend compte que les jeunes, à la sortie de l'Ulysse lycée, ils ont encore besoin de temps. Et c'est ce temps-là qu'il faut leur donner et on doit respecter. Et c'est pour ça qu'on réfléchit, nous, enseignements catholiques. Il y a quelques établissements qui ont créé des filières passerelles, donc ce qu'on appelle post-Ulysse, des filières qui aident les jeunes à discerner et à travailler le passage dans leur projet professionnel. Ce que je voulais dire, c'est que les équipes, moi je circule dans beaucoup d'établissements scolaires, travaillent avec beaucoup de bienveillance et travaillent en lien avec les familles. Sur l'Ulysse lycée, le dernier enjeu, c'est petit à petit de mettre en place des compétences professionnelles et de valider ces compétences professionnelles. Si le jeune n'a pas acquis un diplôme complet, aujourd'hui, avec le rectorat et les académies, on met en place une validation de compétences professionnelles et qui sont reconnues. Donc on essaye de donner aux jeunes, à la sortie, ce qu'on appelle un portfolio, avec toutes ces compétences et des compétences professionnelles qui seraient reconnues au niveau de l'éducation nationale. Là, un petit peu les enjeux à l'école, au collège et au lycée. On voit bien que, moi je vous ai donné un parcours, mais qu'on n'est pas dans une filière et que tout doit être adapté et re-questionné selon les compétences de chaque jeune. Les équipes qui travaillent auprès des jeunes sont conscientes qu'il y a ce parcours à adapter, que ce parcours n'est pas linéaire, que ce parcours est semé d'embûches, mais nous on se donne un défi, que ces embûches sont surmontables et qu'on a une grande nécessité de travailler dans la confiance, il est nécessaire aussi de ne pas rester seul quand on est parent, quand on a des difficultés, d'aller chercher les partenariats, de travailler en confiance avec les enseignants et toute l'équipe pédagogique, et puis, je viens de dire, d'aller chercher des partenariats de type CESAD. La chose primordiale, c'est faire du lien et travailler le projet du jeune dans sa globalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un projet scolaire et puis un projet professionnel, et puis il y a aussi un projet je dis social, mais un projet familial. Et le jeune est au centre de ce projet. L'objectif aussi, c'est de donner une autonomie à ces jeunes. Et donner cette autonomie ne se fait pas uniquement à l'école, dans l'établissement scolaire, se fait aussi avec des partenariats, dans des activités périscolaires. Donc tout est lié et il faut penser à tout. C'est pas facile. Ça, je reconnais. Tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il faut re-questionner, quand on passe école, collège, lycée, et qu'il fallait re-questionner tous ces changements, re-questionner ces changements nécessite d'anticiper et nécessite de faire des visites. N'hésitez pas à aller prendre contact avec les établissements scolaires, quand on passe notamment de Ulysse école à Ulysse collège, mais quand on passe aussi d'Ulysse collège à Ulysse lycée. Les établissements scolaires organisent des journées portes ouvertes, et dans ces journées portes ouvertes, c'est le moment des rencontres. Et c'est là où on sent un petit peu ce qui se passe dans la vie de l'école, c'est là où on perçoit ce qui se vit en termes d'inclusion, parfois, ou ce qui ne se vit pas. Et voilà. Donc n'hésitez pas à faire du lien et aller re-questionner les établissements scolaires et questionner les établissements scolaires. Moi, la semaine dernière, j'étais en week-end avec une enseignante qui était là, mais d'autres aussi, et des gens qui étaient bénévoles, avec des jeunes en situation de handicap. Et moi, je peux témoigner qu'on a passé un week-end merveilleux. On avait 45 jeunes en situation de handicap et une trentaine de jeunes, on avait des jeunes et adultes, une trentaine de jeunes lycéens
lycéens et lycéens d'aumônerie. En fait, les lycéens venaient pour piloter les jeunes en situation de handicap, mais ce sont plutôt les jeunes en situation de handicap qui ont donné un exemple et qui ont fait progresser leurs jeunes pilotes. Et ça, dans nos établissements scolaires, j'aimerais bien qu'on y arrive et qu'on arrive à faire tout ça. Merci. Bonjour à tous. Moi, je me présente Corinne Latte. Je suis coordinatrice de l'ULIS au groupe Saint-Vincent de Paul, dans le 13e. Et également, je travaille sur le dispositif Passerelle Handicap qui accueille des jeunes à l'issue de l'ULIS lycée. Alors, de l'entrée à l'école à l'insertion professionnelle, les étapes importantes balisent l'orientation pour nos jeunes avec handicap. Orientation qui reste parfois compliquée, très souvent par un manque de visibilité ou un manque de connaissance des possibles. Car aujourd'hui, au sein de l'éducation nationale, ou du lieu, je vais dire, plus adapté, les possibles existent. Tant dans nos établissements scolaires ou de formation, pour accompagner nos jeunes vers l'insertion sociale et professionnelle. Pour qu'une famille puisse se saisir de l'orientation de son enfant, et il faut rappeler que depuis la loi de 2005, ce n'est plus à l'institution à accompagner le jeune dans son projet de formation, mais d'orientation, mais c'est bien la famille. Je tiens à énoncer quelques préalables. Le premier, c'est que le choix d'une orientation ou d'un parcours de formation n'est pas l'affaire d'une personne. Ce n'est pas l'affaire d'une famille, ce n'est pas l'affaire d'un coordinateur d'ULIS, c'est vraiment, j'allais dire, une affaire d'équipe. La vision d'une équipe pédagogique à l'école ou au collège, au lycée, est parfois insuffisante pour déterminer un choix, pour déterminer un parcours. Ce travail d'équipe est un travail partenarial. On voit qu'aujourd'hui les établissements scolaires travaillent de plus en plus, tu l'évoquais, avec des CESAD, avec des services de suite. Quand on devient plus jeune, jeune adulte, avec les SADS, il est nécessaire de pouvoir croiser des points de vue au bénéfice de ce projet. Le deuxième préalable, c'est l'orientation qui passe par la maîtrise des compétences sociales. Le temps passé à l'école, au collège, au lycée, n'est pas toujours suffisant pour permettre à un jeune d'arriver dans cette maîtrise des compétences sociales dont il aura besoin après dans son projet d'insertion. Je reviens là-dessus, donc, sur cette nécessité d'un travail partenarial avec un CESAD, avec des services d'accompagnement, avec des professionnels de soins, et tous ces temps que vos enfants peuvent partager à l'extérieur de l'école, que ce soit dans les centres de loisirs, on a l'exemple du centre de loisirs pluriel, que ce soit dans les communautés de jeunes qui proposent différentes activités. Je crois qu'on aura là un certain nombre de stands qui proposent des temps de partage et de vie en collectivité. Apprendre le vivre ensemble, travailler sur l'autonomie, ce sont des fondamentaux quand on veut travailler sur un projet professionnel, une insertion professionnelle, une insertion sociale. Le projet d'orientation s'anticipe, comme c'était évoqué, au collège. À l'école, on est sur des apprentissages fondamentaux, le lire, l'écrire, le compter. Au collège, dès la 6e, la 5e, on amorce le parcours à venir. Puis au lycée, on va être sur une formation beaucoup plus professionnalisante. Pas forcément qualifiante, mais professionnalisante. On voit qu'aujourd'hui, on peut arriver à valider des compétences professionnelles sans aller vers une compétence de type CAP ou autre. La reconnaissance des compétences professionnelles et sociales facilite la continuité dans le parcours de formation. Elle est aujourd'hui nécessaire. Un jeune qui va être orienté vers un IAPRO, qui va faire le choix d'aller vers plutôt une ULIS lycée, ou bien peut-être en CAP, dans ces lieux d'orientation, il doit pouvoir être en mesure aujourd'hui de valider des compétences professionnelles.
Le rectorat, l'éducation nationale, le rectorat, a mis en place aujourd'hui des livrets de validation des compétences en lien avec les compétences métiers, type CAP ou ACPE. Alors, si on revient à la formation professionnelle au sein du collège, puis lycée, donc ça commence dès la 6e, la 5e, la 4e, la 3e, par des visites d'entreprise et également par des mises en situation, des stages. Les stages sont avant tout des stages, j'allais dire, de découverte professionnelle. Elles peuvent être là pour confirmer des orientations ou des compétences professionnelles, mais elles sont surtout là pour ouvrir des champs de possibles. L'emploi, au même titre que la scolarité, les modalités, toutes ces modalités de stage doivent pouvoir être modélisables. Au collège, au lycée, un jeune peut partir une journée par semaine, une semaine, un mois, peut-être sur des stages courts, filés sur l'année scolaire. Le but étant de découvrir un environnement professionnel, de découvrir ce que peut être l'entreprise, de confirmer peut-être un projet professionnel et également de confirmer des compétences professionnelles. Il y a un préalable aujourd'hui pour permettre d'accompagner nos jeunes sur leur parcours de formation, c'est la mise en réseau des établissements et de formation. C'est-à-dire qu'un établissement ne peut plus travailler seul. On a des jeunes comme ça qui peuvent suivre une formation dans un établissement, avoir besoin de consolider des acquis professionnels dans des champs qui ne sont pas présents dans l'établissement scolaire. Alors il va y avoir un partenariat d'établi entre deux établissements. Ça peut être deux établissements scolaires, ça peut être deux établissements de formation, ça peut être aussi un établissement médico-social, voilà, qui va s'appuyer sur des champs professionnels proposés dans un lycée, dans un CFA ou ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des formations aujourd'hui. On peut tout imaginer. L'éducation nationale, tout ce qui dépend aujourd'hui des CFA ailleurs, ne nous impose pas des parcours linéaires. On est bien dans ce souci d'élaboration de projet qui correspond au projet individuel du jeune. D'où l'intérêt, je reviens à ce que je disais en premier, d'un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'un enseignant, un coordinateur du LIS, un responsable, un professeur principal, un responsable de lycée ou de collège ne pourra pas répondre aux besoins d'un élève parce qu'il n'aura pas forcément la visibilité des possibles et parce qu'il n'aura pas les moyens dans le temps pour pouvoir créer ce partenariat. D'où l'intérêt de pouvoir constituer des équipes de professionnels, d'y associer tous ces services d'accompagnement aujourd'hui qui ont fait leur place dans nos établissements scolaires pour arriver à élaborer ces projets, un projet qui corresponde vraiment, j'allais dire, aux besoins et à la nécessité. Tous les projets ne sont pas, j'allais dire, pour... chacun de nos jeunes n'a pas forcément les mêmes possibilités, les mêmes capacités, ne va pas aller vers les mêmes validations de compétences. On est sur des validations de compétences, mais on est aussi sur la prise en compte, peut-être parfois, de difficultés, voire de limites. Donc il faut pouvoir aujourd'hui avoir cette vision globale pour quand il y ait cette question d'orientation, elle soit la plus juste, la plus ajustée au projet individuel de chacun. La réalisation d'un projet professionnel et d'une orientation passe aussi par le rêve. Rêver à 14 ans de devenir acteur ou vétérinaire, moi j'en croise déjà, j'en ai croisé un certain nombre, n'est pas absurde si les préalables énoncés avant sont pris en compte. L'envie, la motivation, la curiosité, c'est un point de départ d'un projet qui peut devenir plus réalisable. J'ai eu une jeune fille qui à 14 ans voulait travailler avec des petits, la petite enfance.
Donc à la veille de son passage de cette orientation collège-lycée, elle rencontre le médecin psychiatre avec sa maman, et cette personne, donc ce professionnel lui dit: mais il faut maintenant que tu reviennes à un métier beaucoup plus réaliste parce que tu ne seras pas en mesure de pouvoir travailler avec des petits-enfants parce que tu ne pourras jamais accéder à cette qualification. Il se trouve que 3 semaines après, on apprenait qu'un établissement scolaire de la région parisienne, une école primaire, embauchait comme ASEM une jeune fille sortant d'une ULIS, enfin qui avait eu un parcours d'ULIS, donc une jeune fille avec une reconnaissance de handicap. Une jeune fille qui ne savait pas forcément, qui n'était pas dans la maîtrise des apprentissages, mais qui était en mesure de. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en termes de visibilité, autant aujourd'hui on a de la visibilité sur la formation, on sait qu'il y a des passerelles possibles, tous les parcours sont possibles, à la condition bien évidemment de prendre en compte les possibilités, voire les limites, et de pouvoir prendre en compte les besoins de vos enfants. On n'a pas de visibilité sur pas assez ou pas suffisamment sur ce que peut être l'emploi. J'ai la chance de travailler depuis une trentaine d'années, d'accompagner des jeunes vers l'insertion professionnelle. J'ai des jeunes aujourd'hui qui travaillent en milieu ordinaire, j'ai des jeunes qui travaillent en milieu protégé. Je n'aurais pas imaginé, quand je les ai eus en ULIS, ou à l'époque c'était les premières classes, on les appelait pas ULIS, c'était les UPI, je n'aurais pas imaginé que certains aujourd'hui auraient des postes en milieu ordinaire, dans la restauration, en administration, au sein du ministère ou ailleurs. Donc tout est possible avec le temps. Il faut prendre en compte, donc, il faut s'appuyer sur la motivation, l'envie, le projet individuel. Il faut s'appuyer sur un travail d'équipe. Il faut s'appuyer sur une mutualisation et une bonne connaissance des réseaux et des possibles pour pouvoir accompagner. Alors nous parents, vous parents, comment et vers qui s'adresser? Et bien, on a au sein des établissements scolaires, il y a un certain nombre déjà de partenaires. Il y a la personne, donc il y a les coordinateurs du LIS, il y a les psychologues scolaires quand il y en a. Il peut y avoir au sein des CDI des personnes qui développent des compétences en termes d'orientation plus spécifiques, parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des établissements, nous avons des ULIS, nous avons les enseignants référents, et puis nous avons tous les partenaires interétablissements. Là, nous en avons quelques-uns, nous avons quelques institutionnels de présenter qui seront présents ici. Vous avez à Paris, on a la chance quand même d'avoir le CIDJ, on a le NICEP, on a l'ARPEJ, on a le réseau Handicap Orientation de l'Académie de Paris, et puis on a effectivement, dans les établissements scolaires, dans les centres de formation type CFA, on a des missions handicap, on a des personnes qui ont développé des compétences en termes d'orientation. Il faut effectivement se rendre, aller dans les établissements, rencontrer, aller aux portes ouvertes, rencontrer les personnes responsables pour qu'ils puissent vous parler un peu de ce qui est proposé et arriver à pouvoir imaginer des parcours possibles. Parents, mutualisez vos réseaux, vos expériences. Il y a des associations, elles sont nombreuses. Je connais l'association Trisomie 21, nous avons l'association autour des Williams, nous avons l'Appel, voilà. Autant d'associations aujourd'hui qui peuvent être des lieux d'écoute et aussi d'échange. Voilà. Alors, pour finir et pour laisser la parole à ma collègue Tania Bigadec, je conclurai en disant qu'il ne s'agit pas de penser non plus le projet trop longtemps. Très souvent, on se dit, mais notre enfant n'est pas. Est-ce qu'il est prêt pour partir sur une formation qualifiante? Est-ce qu'il est prêt pour aller valider des compétences professionnelles? Est-ce qu'il est prêt pour aborder et s'impliquer déjà dans un champ qui risque un peu de déterminer? Eh bien, on a le droit, j'allais dire, comme n'importe quel jeune en formation, de démarrer une formation et puis peut-être de la réinterroger. Ce n'est pas, c'est de l'ordre aujourd'hui du possible. Alors, on a des jeunes qui, à l'issue de la sortie de l'ULIS lycée, continuent de s'interroger parce qu'il y a une question de maturité ou bien les stages n'ont pas été suffisants. Donc,
Voilà, donc là, peut-être qu'on va maintenant pouvoir présenter le dispositif passerelle que nous avons eu au lycée Saint-Vincent, qui permet à des jeunes, sur 2 ans complémentaires, de prolonger un peu cette recherche autour de la question de l'orientation. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Tania Gadec, je suis éducatrice spécialisée et nouvellement référente du dispositif Passerelle Handicap des cours scolaires Saint-Vincent-de-Paul. Alors, je vais vous présenter un petit peu le dispositif, on pourra en parler plus amplement et plus en individuel après quand il aura nos stands. Donc, l'objectif principal de ce dispositif, c'est d'accompagner des jeunes adultes entre 18 et 25 ans en situation de handicap mental dans leur projet professionnel, dans la construction de leur projet et dans la réalisation de leur projet sur 2 ans. Donc on intervient après la scolarité Ulysse lycée, mais on accueille aussi des jeunes qui ont un parcours un peu plus éclaté, on va dire, et un peu plus atypique. Il n'y a pas de prérequis pour cette entrée en formation. Donc je précise aussi qu'on a une formation non qualifiante. Donc à l'issue de ces 2 ans, il n'y a pas de diplôme, délivré. Mais voilà, l'objectif final au bout des 2 ans, c'est que le jeune rentre dans le milieu professionnel, donc avec un contrat, une embauche. Donc ça, c'est l'idéal. Ou sinon, et un projet professionnel bien affirmé à l'issue de ces 2 ans. Donc, comment ça se passe dans le concret? On fonctionne sur le modèle de l'alternance. Donc le lundi, mardi, c'est réservé aux stages, au temps de stage ou de recherche de stage. Et le mercredi matin, jeudi et vendredi, ils sont en atelier. Donc ces ateliers-là sont toujours... gardent pour objectif de travailler sur tout ce qui peut les aider à s'insérer professionnellement. Donc on travaille par exemple des ateliers de technique de recherche d'emploi, on a des ateliers de cuisine, de théâtre, on travaille beaucoup sur la posture professionnelle, sur la connaissance du monde professionnel aussi. Donc voilà à peu près pour le déroulement d'une semaine type. On a... qu'est-ce que je pourrais rajouter? Les sites d'entreprise? Oui, alors on travaille tout le projet justement. On s'adapte à chaque jeune, donc on a 12 jeunes chaque année qui rentrent, donc on s'adapte à chaque jeune. Donc le travail en partenariat est très important, que ce soit le partenariat avec les parents, que ce soit le partenariat avec les entreprises qui sont prêts à prendre des jeunes en stage, que ce soit des entreprises du milieu ordinaire, des entreprises adaptées, des ESAT ou des EA. Et on travaille aussi beaucoup avec la famille et le premier partenaire privilégié, c'est bien sûr le jeune qui, pendant ces 2 ans, apprend aussi à être acteur de son projet et vraiment à pouvoir explorer, découvrir plusieurs secteurs professionnels, donc à travers des visites d'entreprise, mais aussi à travers des stages. Donc ça peut être des stages longs, ça peut être des stages plus courts. Donc voilà, on reste flexible et on s'adapte. Voilà. Donc si vous voulez en parler plus amplement avec nous après, je vous invite à venir nous voir. Et puis voilà. Je vais passer la parole à... Merci beaucoup. Merci, bonjour à toutes et à tous. Mes premiers mots seront pour remercier Madame Bachette qui m'a confié à cette belle journée inclusive et de vous proposer le regard que nous, au sein de l'association Tremplin Études Handicap Entreprise, pour vous proposer. Alors, Études Handicap Entreprise, c'est un peu long, l'intérêt c'est que tout est dans le titre. Ça commune notre rôle et axé sur un des points qui est revenu assez fréquemment dans des premiers échanges, qu'est le projet professionnel.
introduction, le président de l'Appel 75 a contextualisé sur la loi de 2005. Nous, la raison de notre existence, l'association Tremplin, ça fait un quart de siècle qu'elle existe. La raison de notre existence, c'est la loi de 1987. Alors on peut s'interroger, cela dit, pourquoi le législateur a d'abord créé une loi qui obligeait les entreprises à recruter des personnes handicapées et qu'il a fallu attendre 18 ans pour se dire c'est vrai que penser l'emploi vaut peut-être mieux en amont penser la formation. Bon, je vous laisse cette réflexion. En tout cas, en 1987, donc, le législateur a décidé que pour les entreprises de 20 salariés et plus, il fallait qu'elles comptent dans leur effectif 6% de travailleurs en situation de handicap. Et là, certaines entreprises ont été confrontées à la réalité de l'emploi, car elles étaient prêtes, bien sûr, à ouvrir leurs portes à des salariés en situation de handicap, mais malheureusement, elles ne trouvaient pas sur le marché de l'emploi des personnes répondant à leurs exigences de qualification. Et c'est comme ça que 4 grands groupes qui étaient situés sur la Défense, alors c'était des sièges sociaux, ces grands groupes étaient IBM, Total, Rockwell et Elf. À l'époque, Total et Elf étaient des frères ennemis ou des sœurs ennemies, ont décidé de créer leur propre association. Ce qu'elles voulaient, elles ont bien compris que si elles voulaient recruter des personnes handicapées qualifiées, eh bien, il fallait s'intéresser à ces jeunes qui étaient en parcours de formation et de tout mettre en œuvre pour que ces jeunes puissent avancer dans leur parcours académique le plus loin possible et pouvoir rentrer sur le marché de l'emploi avec un bon niveau de qualification. Et donc, fort de ce projet social et sociétal qui était innovant, Tremplin a été créé en 1992, eh bien, elles ont eu cette volonté d'aller principalement vers les lycéens et les étudiants qui étaient en situation de handicap. L'objectif était d'encourager ces jeunes, je parle des lycéens, à prolonger leurs études pour l'enseignement supérieur par des voies diverses et variées. Et pour ceux qui étaient déjà dans les études supérieures, de les encourager évidemment à continuer, mais surtout à continuer dans les filières d'études qui correspondaient bien sûr aux filières de métier qu'elles recherchaient. Et c'est ainsi que l'association Tremplin a vu le jour, et donc de 4 entreprises fondatrices, aujourd'hui Tremplin c'est un réseau de près de 200 entreprises, des grandes majoritairement, des moyennes, mais aussi des petites. Et notre mission c'est d'accompagner chaque jeune pendant son parcours académique dans la construction d'un projet professionnel. Avec cette volonté, j'ai entendu tout à l'heure, c'était ouvrir le champ des possibles. Mais nous, c'est tout à fait notre démarche, c'est ouvrir le champ des possibles, ne pas se censurer tant qu'on n'a pas démontré que le champ des possibles était impossible. Et donc, c'est de tout mettre en œuvre pour que ce jeune, cette jeune puisse, au fur et à mesure de son avancement académique, valider ce champ des possibles ou le modifier, le changer, voire en construire un autre. On a aussi une autre mission qui est d'accompagner les entreprises. Parce que les entreprises aussi, et on est tout à fait dans la démarche de l'inclusion. L'inclusion, c'est quoi? C'est savoir se décentrer de la personne qui est en situation de handicap pour se centrer sur son environnement et faire que son environnement soit en capacité justement de s'ouvrir aussi à cette personne handicapée. Et notre mission, parce que les entreprises sont assez clairvoyantes en la matière, c'est aussi d'accompagner les entreprises dans leur ouverture aux personnes handicapées, parce que ce n'est pas une compétence, ce n'est pas une qualité innée dans ces entreprises, donc il faut accompagner
les salariés, il faut accompagner les managers, il faut accompagner les tuteurs, les tutrices, parce que c'est encore une culture à développer et à acquérir. Donc notre rôle est aussi ça. Et pour répondre à ces doubles objectifs, l'objectif du jeune et de l'entreprise, eh bien, là aussi un mot qui est intervenu, c'est nous créons du lien. Nous créons du lien, c'est-à-dire que nous sommes un peu du côté des jeunes, les ambassadeurs des jeunes et de leurs projets d'action en entreprise auprès des professionnels d'entreprise. Et puis, nous sommes les ambassadeurs de nos entreprises auprès de ces jeunes. Donc, c'est ce double travail d'accompagnement qui va faire que, d'un côté, un jeune va avancer dans son projet professionnel et que d'autre, l'entreprise va avancer dans sa capacité d'accueil, de formation aussi, et d'intégration de ces jeunes en situation de handicap. Alors nous, ce n'est pas le jeune qu'on met au centre de notre attention, c'est son projet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de tout mettre en œuvre pour que ce jeune, justement, puisse avancer, réfléchir, se confronter à la réalité par rapport à ce projet. Et je l'ai entendu, le premier acteur de ce projet, qui est au centre de notre attention, c'est évidemment le jeune. C'est notre premier partenaire, je crois que j'ai entendu ça. Oui, c'est notre première partie prenante. Et donc, eh bien, on va l'accompagner pour qu'il soit capable d'avancer dans son projet, d'avoir des expériences, d'en tirer des enseignements et d'en tirer des leçons pour savoir si il le valide, il le confirme, il le change, il le modifie ou il l'abandonne, ce qui est aussi bien sûr tout à fait possible. Cet accompagnement du jeune, c'est un accompagnement qui a deux caractéristiques. Il est évidemment individuel. On l'a dit, chaque situation est différente. Pour des raisons diverses et variées, pas uniquement pour des raisons de handicap, pour des raisons culturelles, les envies ne sont pas les mêmes, les aspirations ne sont pas les mêmes, les capacités ne sont pas les mêmes, donc il faut que ce soit parfaitement personnalisé. Et deuxièmement, c'est que c'est un accompagnement qui s'inscrit dans le temps. Parce que lorsque vous avez cette ambition d'amener les jeunes le plus loin possible, il faut forcément s'inscrire dans le temps. Donc c'est pas une action, merci et au revoir, c'est des années d'accompagnement. Chez Tremplin, un jeune ou une jeune en moyenne est accompagné pendant 5-6 ans. Parce que, entre autres, nous avons certains jeunes qui viennent nous voir, ils sont au lycée, et ils ont cette capacité d'avancer dans les études supérieures. Alors c'est pas forcément en ligne droite, parfois il y a un peu de zigzag, mais peu importe. Pour gravir des montagnes, les routes sont souvent en zigzag, vous avez remarqué, c'est pas de la ligne droite, ce qui ne nous empêche pas d'arriver au sommet. Donc nous aussi, on pratique ces zigzags et ces routes tortueuses pour que ces jeunes atteignent aussi le sommet. Dans la prise en compte de ces jeunes, je vous l'ai dit, il n'y a pas que le handicap, il y a leur parcours de vie, et puis il y a aussi les différents intervenants qui sont autour d'eux, et nous, notre rôle, c'est pas d'être un acteur de plus, c'est d'être un acteur qui va aider ceux qui manquent dans l'élaboration de son projet. Et c'est pour ça qu'il est très important pour nous de travailler aussi avec tout l'écosystème du jeune. Donc ça peut être évidemment son environnement familial, ça peut être son environnement éducatif, ça peut être un environnement d'accompagnement scolaire, social, etc. Parce que je crois que c'est important que cet accompagnement pour le jeune ne soit pas saucissonné, compartimenté, étanchéifié à chaque fois, mais qu'il ait bien l'impression que c'est plutôt une synergie d'acteurs qui contribue à sa réflexion et à son avancée. Voilà ce qu'est Tremplin depuis 25 ans. Donc majoritairement une action d'accompagnement des jeunes dans leur réflexion professionnelle pendant leur parcours d'études. Mais Tremplin, c'est aussi ouvrir, je vous l'ai dit, l'inclusion, c'est aussi ouvrir l'écosystème de ces jeunes, donc c'est aussi ouvrir la société
à ce sujet du handicap, et on peut penser que si la société s'ouvre au sujet du handicap, de fait, elle va s'ouvrir aux personnes qui sont porteuses de handicap. Et donc c'est comme ça que nous intervenons aussi dans des grands événements généralistes où eh bien, on porte ce sujet du handicap parce que sensibiliser ceux qui ne sont pas handicapés au handicap, c'est les ouvrir davantage et faire que demain, ces personnes qui ne sont pas en situation de handicap considéreront que oui, il est tout à fait logique et ordinaire, le bien ce mot, est ordinaire d'accueillir dans leurs activités des personnes qui sont en situation de handicap. On intervient aussi auprès des écoles, parce que dans les écoles, entre autres dans les établissements supérieurs, vous avez des étudiants qui ne sont pas handicapés, et qui demain seront, on l'espère pour eux en tout cas, aussi dans les entreprises, qui seront salariés, qui auront des responsabilités, et donc les sensibiliser au plus tôt sur le handicap, c'est faire que demain au sein de leurs entreprises, là aussi ils trouvent tout à fait ordinaire d'accueillir des futurs collaborateurs et pourquoi pas aussi des futurs managers handicapés. Vous avez remarqué que quand on parle de handicap, on dit toujours ah oui, il faut savoir comment manager les personnes handicapées. Mais on ne met jamais la personne handicapée au niveau d'un manager. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse des cours pour les managers handicapés, comment manager à la rigueur des collaborateurs qui ne sont pas handicapés. Ça pourrait être intéressant. Mais ça, c'est pas encore trop dans les mœurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir et interagir aussi avec toutes celles et ceux qui ne sont pas en situation de handicap, parce que il y a encore beaucoup à faire pour les ouvrir à ces situations qui sont certes singulières, mais dans le monde ordinaire. Donc il faut bien le faire comprendre. Il n'y a pas de monde à part. Et d'ailleurs, nous participons à une grande manifestation étudiante qui est une manifestation sportive. Et dans le cadre de cette manifestation sportive, qui s'appelle le Challenge du monde des grandes écoles et des universités, eh bien, nous avons des jeunes que nous accompagnons qui sont sportifs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils participent aux mêmes épreuves que n'importe quel étudiant. Donc ils ne sont pas à part, ils sont au contraire avec. Et le but, c'est pas qu'ils soient avec les étudiants qui ne sont pas handicapés, c'est plutôt que les étudiants qui ne sont pas handicapés soient avec ceux qui le sont. C'est plutôt ça. Voilà ce qu'est Tremplin en quelques mots. J'espère que je n'ai pas dépassé mes 20 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Cyril Fouché, je suis directeur d'un CESAD, le CESAD de passage donc de l'association Agir. Je vais vous présenter, je pense assez rapidement l'émission du CESAD et puis peut-être un petit peu plus en profondeur nous, notre manière un petit peu d'aborder la question de l'inclusion au niveau de notre accompagnement. Donc CESAD, c'est Service d'éducation spéciale et de soins à domicile. Le CESAD que je dirige donc s'adresse à des jeunes adolescents, jeunes adultes qui ont entre 14 et 20 ans. Et qui présentent une déficience intellectuelle légère ou moyenne, sans trouble associé. Je dirais que le premier dénominateur commun à tous les jeunes que nous on accompagne, ça va être un petit peu l'adolescence. La question du handicap est présente, c'est aussi ça qui fait qu'ils sont orientés chez nous, mais néanmoins on s'adresse bel et bien à des adolescents et des jeunes adultes. Donc tous ces jeunes sont en parcours de scolarisation, de formation professionnelle ou pré-professionnelle. Et c'est vrai que nous, notre service a une vocation, par essence, je dirais, ambulatoire, c'est-à-dire qu'on a un plateau technique, une équipe pluridisciplinaire avec des éducateurs spécialisés, des psychologues, psychométriciens, des psychiatres, une assistante de service social. Et le CESAD a pour particularité de pouvoir se déplacer sur l'ensemble des lieux de vie des jeunes, des adolescents. Lieu de vie, le D qui signifie donc domicile, c'est à fond de sens très large, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le domicile, il y a les établissements scolaires, il y a le quartier d'habitation, le quartier du CESAD, les centres de loisirs, les clubs, etc. Les terrains de stage aussi. Donc tous ces lieux-là sont des lieux qui peuvent être accessibles au niveau du CESAD. Au niveau de nos missions, alors ce que nous on l'a décliné un petit peu comme ça sur notre plaquette. Nous on essaie de travailler pour favoriser l'épanouissement du jeune adolescent, son développement de ses compétences et aptitudes intellectuelles, affectives, corporelles, autonomie psychique et pratique,
son insertion dans le parcours de formation générale et professionnelle et son ouverture au monde. Rien que dans ces intitulés, on voit bien que finalement, l'insertion professionnelle ne vient pas forcément comme la finalité au niveau de l'accompagnement du service, mais bel et bien comme un levier pour une insertion un petit peu plus globale. Et c'est dans ce sens-là que finalement, on travaille aussi bien en agissant directement auprès des adolescents, donc sur des entretiens individuels, des accompagnements personnalisés. On a aussi également un versant qui est de travailler auprès des parents ou des familles au sens un peu plus élargi, à savoir que c'est aussi un espace où on peut proposer un soutien, une écoute, de l'information, peut-être parfois des conseils à des familles qui ont souvent des questions, notamment le passage à l'adolescence qui ne se fait jamais, ou très rarement sans heure, que l'enfant soit présent ou pas d'ailleurs. Et enfin, on a aussi une mission qui est de travailler en partenariat, en soutien au milieu d'accueil. Donc milieu d'accueil, établissement scolaire, entreprise, etc. etc. Alors nous, notre accompagnement, il va se décliner, donc ce que je disais tout à l'heure, à la fois sur de l'individuel, donc des rendez-vous avec des éducateurs, des psychologues, qui peuvent se dérouler soit au service, à l'extérieur, et tout ça, ça se détermine avec le jeune et ses parents. Ce sont des espaces qui vont permettre une rencontre, peut-être de pouvoir affiner un petit peu les projets, les souhaits, les désirs des adolescents, et donc de rebondir, de mieux les connaître aussi pour proposer des réponses un peu personnalisées, un peu adaptées, un peu ajustées. Et on a mis très très fortement aussi l'accent sur tous les surtout le travail en groupe, à savoir que nous, au CESAD de passage, on propose quasiment une douzaine de groupes, ce qui est un petit peu plus important que la moyenne des CESAD parisiens en tout cas. Et ces groupes donc peuvent prendre différentes formes, à la fois sur les objectifs qu'on veut travailler, sur la rythmicité, sur l'encadrement. Alors on propose actuellement notamment un groupe, je dirais, qui est plus, dans le thème, après l'Ulysse, qu'est-ce qu'il y a donc c'est un groupe qui traite de l'avenir, à savoir un éducateur spécialisé, une assistante de service social qui vont proposer ce temps-là tous les mercredis, avec un temps d'information, d'échange sur qu'est-ce que c'est que l'avenir, c'est quoi le travail, une fiche de paie, un chéquier par exemple. Il y a des visites qui sont proposées d'établissements, alors établissements spécialisés, des établissements à service d'aide par le travail, anciennement CAT, des SAS, des services d'accompagnement à la vie sociale, ce qu'évoquait Mme Amat tout à l'heure, donc les SAVS. Finalement, on essaye d'ouvrir un petit peu et de proposer un panel de l'existant, je dirais, au-delà des 20 ans, date à laquelle nous, on arrête l'accompagnement. Donc voilà, ce groupe qui est proposé un petit peu plus spécifiquement sur la question de l'insertion professionnelle, même si ce n'est que, encore une fois, qu'une partie de l'accompagnement. On propose également un autre groupe, peut-être j'y reviendrai un peu plus après, un groupe qui s'appelle Vers l'autonomie, qui est un travail d'autonomie, qui lui se propose finalement de laisser les adolescents, il s'adresse plutôt à ceux qui ont déjà 19-20 ans au niveau du service, puisque ce groupe est là exclusivement pour accompagner, je dirais un peu à distance, la construction d'un projet des jeunes adultes du service. C'est-à-dire que l'an passé, on a 4 jeunes adultes qui ont monté un projet et qui ont réussi à partir à Amsterdam pendant 3 ou 4 jours, je ne sais plus. Mais ils se sont occupés de tout, c'est-à-dire de la destination, trouver des financements, réserver, etc. etc. Donc c'est aussi, ça a l'air un petit peu de s'éloigner du sujet, mais finalement pas tant que ça, puisqu'on est vraiment aussi sur des compétences transversales et nécessaires finalement à une insertion professionnelle. Pourquoi est-ce qu'on propose autant de groupes au niveau du CESAD? C'est qu'il nous semble que malgré la loi de 2005, l'inclusion scolaire, l'obligation de scolarisation, on voit bien que finalement ce sont des jeunes qui ont malgré tout des parcours finalement qui restent un peu atypiques. Je prends pour exemple des jeunes qui vont être en scolarisation en classe ordinaire, qui vont changer d'enseignant tous les ans, qui vont rester dans leur école de quartier, qui vont pouvoir avoir les mêmes camarades, les retrouver au parc le soir, etc., dans les activités. Là, on se retrouve avec des personnes, des élèves du LIS, ou de CLIS anciennement, qui vont garder le même enseignant pendant 4 ans, qui ne sont pas forcément scolarisés dans leur quartier, au coin de la rue, donc qui finalement, quand ils changent d'établissement scolaire, quand ils passent au collège,
vont pas forcément retrouver les mêmes camarades, les mêmes personnes. Et finalement, tout est à reconstruire à chaque fois. Et là où d'autres, je dirais, ont la chance de se constituer un réseau de camaraderie, d'amitié ou plus, qui peut s'installer un petit peu dans le temps. Nous, c'est vrai que les adolescents qu'on accompagne ont quasiment tous connu finalement, ils ont tous eu à reconstruire un nouveau réseau à chaque fois, ce qui ne semble pas forcément facilitant, je dirais, quand on sait qu'il y a l'école est certes le premier lieu de socialisation, mais il y a ensuite, le deuxième, après la famille, excusez-moi, il y a tout le réseau amical aussi qui est très important, très porteur, et notamment au niveau de l'adolescence, au moment de l'adolescence, où finalement on se construit aussi avec et par le regard des autres. Et quand on est sans cesse, j'allais dire, de droite ou de gauche comme ça, sur des nouveaux groupes d'appartenance, etc., on se met que c'est difficile finalement d'installer une relation dans la durée et de pouvoir s'appuyer sur des amitiés fortes, même s'il y a des exceptions, et heureusement, mais ça devient plus compliqué de s'appuyer sur un groupe de pairs, quoi. D'où nous, notre idée finalement de proposer un ensemble de groupes assez conséquents pour permettre à ces adolescents, jeunes adultes, d'avoir aussi un groupe de pairs, un réseau, des temps de partage, etc., sur lesquels ils vont pouvoir ensuite s'appuyer. Voilà. Alors, au niveau des actions du CSAP, toujours plutôt en direction de l'insertion, de l'inclusion, c'est vrai qu'on a un travail qui est de partenariat assez fort avec les établissements scolaires. On participe à toutes les équipes de suivi de scolarisation, on a des points réguliers, on le souhaite. On a des échanges qui se font de manière assez simple en fonction des établissements, parfois c'est un peu plus compliqué, mais le dénominateur commun, ça va rester malgré tout le bien-être de l'élève et le bien-être de l'adolescent aussi, quoi. Et donc du coup, c'est partant de cela, de ce point central, qu'on va réussir à s'organiser, à trouver des aménagements de temps scolaire, de scolarisation, des accompagnements qui seraient le plus complémentaires possible à la construction d'un parcours, certes de scolarisation, certes de professionnalisation, mais également un parcours de vie, quoi. Puisque moi je m'interroge souvent un petit peu au niveau de la temporalité. C'est vrai qu'on est face, en tout cas dans le champ de la défense intellectuelle, des jeunes qui ont une rapidité d'apprentissage inférieure, je dirais, à l'ensemble, souvent associée à une fatigabilité. Il y a une lenteur, il y a besoin de plus de temps, plus d'explications, et puis on leur demande à 13 ans, 14 ans, 15 ans de se déterminer d'emblée sur un champ professionnel, il faut trouver un CAP. Moi je retourne souvent la question, est-ce qu'à 13 ans, 14 ans, 15 ans, vous saviez, je savais si je devais faire tel ou tel métier, j'avais bien des idées, mais qui sont, me semble-t-il, plus des représentations qu'une réelle envie, quoi. Donc voilà, moi ça m'interroge beaucoup un petit peu cette temporalité. Et c'est vrai qu'il me semble un peu urgent de prendre le temps, quoi, pour ces élèves-là, c'est-à-dire de prendre le temps de réfléchir, de rencontrer les gens. Et je crois que c'est Mme Amat encore, excusez-moi, qui parlait d'anticipation au niveau des orientations, des passages entre école, collège, lycée. C'est vrai que moi j'ai beaucoup l'habitude de rencontrer des parents qui finalement nous racontent un parcours du combattant à chaque échéance, sans savoir exactement vers quel établissement se tourner, dans quelle temporalité, puisqu'on est parfois sur des listes d'attente, moi compris, d'une année, voire 2 années, c'est-à-dire qu'il faudrait savoir dès qu'on arrive au collège dans quel lycée on voudrait aller, quoi. Ouais, donc c'est une interrogation, j'ai pas la réponse, mais en tout cas je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Après, pour construire une insertion, un parcours d'insertion professionnelle, une autre question que je renvoie toujours, c'est finalement est-ce qu'à 14, 15, 16, 18, 19, 20, allez, 21, 22, est-ce que l'insertion professionnelle est une priorité? Est-ce que moi j'ai envie d'aller travailler, je sais pas vous, moi à 19 ans je ne me sentais pas forcément hyper motivé pour ça, j'avais plutôt d'autres choses en tête, à savoir un groupe d'amis, une camaraderie, des amitiés, des amourettes, etc. Moi j'étais plutôt occupé à ça que construire mon parcours de professionnalisation. Il se trouve que dans le champ de la déficience, du handicap, on a affaire à des adolescents
qui eux aussi sont dans des préoccupations qui ne sont pas forcément celles des parents, des attendus de la société, les attendus du CESA, les attendus de tout un chacun. Et finalement, est-ce qu'à 19 ans ou 20 ans, ma première préoccupation c'était de trouver un boulot? Je ne sais pas, je ne répondrai pas. Donc voilà, je pense que c'est aussi important finalement de voir à quel point on est parfois dans des demandes paradoxales, à savoir une scolarisation quasi à plein temps, parce qu'il y a le droit à l'éducation, à l'instruction qui me semble primordial, nécessaire. En même temps, il y a parfois aussi souvent la nécessité d'associer des soins à côté. Donc on va avoir le psychologue, l'éducateur, l'orthophoniste, et ça, si on ne peut pas le faire sur le plan scolaire, on le fait en soirée ou parfois le week-end. Alors que je reviens dessus, mais ce sont des élèves qui sont peut-être un peu plus fatigués que la moyenne. Donc on demande à des élèves qui ont besoin de plus de temps, de plus d'attention, d'avoir un planning à peu près 2 fois plus chargé que leurs camarades qui ne sont pas reconnus, qui ne sont pas en situation de handicap. Et encore une fois, là où les adolescents, des lycéens de 17-18 ans en filière générale vont pouvoir avoir un petit peu de temps finalement pour se déterminer sur faculté, pas faculté, maths, français, j'en sais rien. Ben voilà, 14-15 ans, on demande à nous-mêmes adolescents finalement de se déterminer un peu plus rapidement que la moyenne, alors qu'il y a, je dirais, des capacités qui ne sont pas forcément toujours aussi efficientes que pour les autres. Voilà, donc c'est vrai que moi j'attache un intérêt particulier en tout cas à tout ce qui est de l'ordre de l'autonomie, de l'accompagnement, du recueil des désirs un petit peu de nos adolescents, puisque je pense que personne ici le fait, mais je pense que c'est quand même important d'avoir en tête finalement nous tous acteurs, en tout cas autour de ces jeunes, notre sujet de travail, c'est bel et bien un jeune, son avenir, et c'est pas forcément pour nous, en tout cas, remplir des cases et avoir une insertion dans des AT, en milieu ordinaire, etc. Alors, moi, j'attache une importance particulière parce que si l'insertion doit y avoir, il faut qu'elle se fasse dans des conditions les plus favorables possibles, d'où la nécessité, effectivement, d'un travail en réseau. Effectivement, tout seul, on n'a pas la solution. On a peut-être une idée de la solution. Mais si on... Merci beaucoup Cyril, je crois qu'on a entendu, on doit développer un tiers-temps orientation. Donc je voulais conclure sur le fait que par cette journée qu'on espérait à la fois enrichissante pour tous et qui donne par ses affiches et sa médiatisation une visibilité plus importante dans l'inclusion. Et je voulais souligner que le jeune à besoin éducatif particulier cristallise dans ces problématiques le dysfonctionnement de la société et que c'est pourquoi nos problèmes et nos solutions à nous pour nos enfants sont inspirantes pour les enfants ordinaires. Voilà. Je conclus en vous disant que les personnes qui sont ici, on essaye un nouveau concept, on ne va pas faire de questions dans la salle ouverte, mais on va vous séparer les tables ici pour que vous puissiez venir directement poser vos questions à l'intervenant qui vous a intéressé, sur lequel vous avez un doute ou un besoin. Donc à ce moment-là, vous pouvez venir vers eux directement. Donc c'est une première chose. Donc on ne fait pas passer le micro, on vient faire du speed dating. Je vous demande d'être assez concis pour que toutes les personnes qui ont envie de parler avec les intervenants en aient la possibilité. Je vais vous dire aussi qu'on a un livre d'or, puisque c'est une grande première, et donc aux grandes premières, les grandes améliorations. Donc n'hésitez pas à nous mettre un mot à l'accueil sur les livres d'or, il y en a 2, pour nous dire ce qu'on pourrait faire de mieux, et si vous avez beaucoup aimé aussi, venez nous dire que vous avez beaucoup aimé, ça nous fera bien plaisir, parce qu'on a beaucoup travaillé pour cette journée. Donc ça c'est une première chose que je vous demande. Une deuxième chose que je vous demande, c'est que je vous propose de plier vos chaises et de les mettre directement dans les placards qui sont là, ce qui nous fera gagner beaucoup de temps. Et enfin ceux qui peuvent, ceux qui veulent bien, juste là, donc dans l'armoire qui est là.
Et puis je vous invite tous au cocktail et au vernissage qui a lieu à 12h30, où on aura une présentation donc des photos de Solidario. Voilà, merci beaucoup.